Pascal Delhuit, bonjour. Bonjour. Vous êtes politologue, membre du CEVIPOL, le Centre d'études de la vie politique de l'Université libre de Bruxelles. Vous êtes aussi un grand spécialiste de la politique belge, mais aussi européenne. Et vous vous intéressez en particulier au comportement des électeurs, ce qui tombe bien en cette année d'élections européennes. Alors, au bar de l'Europe, je vous ai servi un gâteau, un opéra, parce que précisément, ces élections européennes, elles vont ressembler à quoi? À une opérette au dénouement heureux ou plutôt à un opéra tragique? Je pense qu'on sera plus proche de l'opéra tragique que de l'opérette avec un dénouement heureux. Cela dit, il ne faut pas l'oublier, les élections provoquent chacune leur propre alchimie et parfois on est surpris par l'alchimie qui est générée. Donc le pire n'est pas nécessairement à venir, mais en tout cas, en construction de ce qu'on observe, on va vers une situation assez difficile dans l'Union européenne après les élections européennes. Et ce qu'on observe, c'est effectivement une montée des partis populistes, des partis d'extrême droite, comme par exemple en Italie, mais aussi en Allemagne, en Suède et même en Espagne avec l'arrivée du parti Vox en Andalousie. Ça veut dire que ce Parlement européen ici, il va ressembler à quoi en juillet 2019 ? Je crois que sa principale caractéristique sera une bien plus grande fragmentation qu'auparavant, ce qui serait somme toute qu'une traduction de ce qu'on observe dans les parlements nationaux, et sans doute une force moins grande pour ce qu'on pourrait appeler les forces centrifuges, le PPE, le PSE, la LDE. Ce sont les grands les groupes trois grandes familles traditionnels. politiques traditionnelles, et donc une plus grande force pour les groupes eurosceptiques de droite radicale. Vraisemblablement également pour les Verts, dont on sent que la séquence est favorable pour eux. Donc une plus grande fragmentation pour les parlements européens. Et il ne faut pas oublier, postérieurement à ces élections-ci, une commission dont, je dirais, l'orientation politique sera plus fragmentée aussi, compte tenu de la présence dans les gouvernements nationaux de partis eurosceptiques, voire de partis de droite radicale, comme en Italie, comme en Autriche, par exemple. Vous qui vous intéressez au comportement des électeurs, pourquoi des citoyens votent-ils pour des partis populistes aujourd'hui? Ce sont des votes de colère, de désespoir? Je pense qu'effectivement, il y a pour une bonne part des votes de désespoir, des désespoirs autour de la question sociale en particulier. Et puis, ce qui agrège, je dirais, le corps électoral qui vote pour les droites radicales, c'est la peur. Alors, c'est parfois une peur fondée sur des éléments objectifs, peur de perdre son emploi, peur de ne plus pouvoir nourrir ses enfants. Et puis, parfois, notamment dans un électorat assez huppé, des peurs fantasmatiques, peur de perdre ses privilèges. Donc ça, c'est, je dirais, le point commun, c'est la peur. La question migratoire également. Oui, la question migratoire est, je dirais, une pièce directe ou une pièce rapportée de cette peur. Pièce directe notamment pour ces électeurs autour de la peur fantasmatique. Pièce rapportée parce qu'elle est aussi un des éléments de la question sociale dont on voit qu'elle revient à l'avant-plan de manière très massive. Alors, Emmanuel Macron a proposé de réunir toutes les forces progressistes, est-il lui-même progressiste, contre les eurosceptiques. Est-ce que ce n'est pas simplifier le choix de l'électeur, comme s'il n'y avait pas d'alternative entre l'Europe libérale, qu'il représente quand même, et puis les eurosceptiques, l'extrême droite? Je pense que pour la très grande majorité du corps électoral, le comportement électoral ne va pas se fixer sur cette alternative qui a été proposée par Emmanuel Macron. D'abord, il faudra voir si plus d'électeurs votent ou plus d'électeurs s'abstiennent. Rappelons qu'aux élections de 2014, on est à 55% d'abstention. Et puis, bien évidemment, la question du rapport aux gouvernements nationaux et la question des politiques publiques sera au cœur. Et on voit bien qu'il y a trois thématiques qui vont orienter le comportement électoral: la question sociale, la question migratoire, la question environnementale. Alors, regardez cette photo, Pascal Delhuit. Vous les reconnaissez, bien sûr. Ce sont les gilets jaunes. D'abord, est-ce que c'est une colère typiquement française? Et puis, qui sont-ils, ces gilets jaunes? C'est la France oubliée? Alors, c'est une colère pour partie spécifiquement française, c'est-à-dire que les mouvements sociaux ont une dynamique française qu'on ne retrouve pas nécessairement ailleurs en Europe, mais l'observation que la question sociale revient à la une de l'agenda politique, de l'agenda médiatique, n'est par contre pas typiquement français. Alors, c'est un mouvement protéiforme. Ce qu'on peut dire, c'est qu'effectivement, ce sont ceux qui subissent de plein fouet, depuis 2008, la crise financière, la crise économique, la crise sociale,
avec tous ces avatars et en particulier un pouvoir d'achat trop faible, une configuration où il devient difficile de pouvoir se nourrir et vivre dignement à partir du 15, du 20 ou du 25 du mois. Ce ne sont pas nécessairement des chômeurs, ce sont des travailleurs pauvres ou avec des revenus relativement bas. Ce qu'on a pu observer des premières enquêtes, c'est que ce ne sont pas les plus précaires, mais c'est ceux qui sont tout juste au-dessus et dont la grande majorité travaille, mais dont le salaire ou les salaires du ménage sont insuffisants pour vivre tout simplement dignement. Et dans ce cas-là, un élément peut parfois cristalliser une colère. Ici, cet élément, c'était l'annonce de l'augmentation du prix du pétrole. Mais parfois, c'était l'annonce de l'augmentation du prix du pain qui a pu cristalliser. Et on a effectivement cet élément de cristallisation qui est d'ailleurs très intéressant à observer. Et on a l'impression aujourd'hui que Emmanuel Macron est l'homme à abattre pour ces gilets jaunes. Pourtant, je suis certain que beaucoup de ces gilets jaunes ont voté pour Emmanuel Macron. Oui, mais c'est sans doute pour cette raison-là qu'il est la personne emblématique de tous les maux, et avec cette demande très forte de démission dans son chef. Je crois qu'il y a deux éléments. Il y a une déception après une attente très forte, et puis bien sûr l'observation que les choses n'ont pas bougé, et donc une séquence très très difficile pour Emmanuel Macron parce que en dehors, je dirais, de l'aspect politique classique, on sent qu'il y a une dimension tout à fait inédite d'une fixation autour de sa personne. Alors, Pascal Delhuit, prenez une petite boule surprise avec une question surprise que vous allez lire à haute voix et sans crainte. À haute voix et sans crainte, absolument. Le tirage au sort est une bonne idée. Alors, c'est vrai que on constate que de plus en plus de citoyens européens, et notamment les Gilets jaunes, ne se sentent plus représentés par les élus. Alors, est-ce qu'on pourrait faire en sorte que des citoyens deviennent parlementaires grâce au tirage au sort? La question est dans l'air. Je crois que le mélange des genres entre le principe électif et le principe du tirage au sort ne va pas fonctionner. En revanche, je crois que le tirage au sort peut être une voie dans la perspective de celle qu'on observe dans quelques expériences, c'est-à-dire des publics ou des jurys délibératifs, traiter d'une question dans la délibération, éclairée par un certain nombre... Donc sur un dossier précis. Sur un dossier précis qui peut être de nature politique, de nature institutionnelle, de nature économique, et puis faire une proposition alors au pouvoir exécutif ou au pouvoir législatif, quitte à la soumettre à référendum ou à consultation populaire. On a vu que, je dirais, ça créait des dynamiques dans certaines configurations. On a vu cela au Canada, on a vu cela en Australie, on a vu cela aux Pays-Bas. Néanmoins, il ne faut pas non plus se leurrer, ce n'est pas une panacée par rapport à des attentes qui sont d'abord des attentes autour des politiques publiques. Merci Pascal Delhuit d'être venu au bar de l'Europe et on va s'attaquer à cet opéra tragique